Voici le plan proposé pour ce soir. On va se parler un petit peu des rituels avant l'industrie funéraire. Donc, évidemment, avant qu'il y ait des entreprises qui s'occupent de rites, il y avait bien sûr des gens, des groupes aussi qui s'occupaient des rituels funéraires, qui veillaient à bien encadrer les personnes endeuillées. Ensuite, on va s'intéresser au grand siècle de la mort. Ça, c'est vraiment important parce que c'est la pièce maîtresse, si on peut dire, quand on aborde l'histoire des rites funéraires au Québec. Le 19e siècle, c'est là où tout se passe. C'est l'époque victorienne. Il y a énormément de changements qui s'installent à ce moment-là. Et il y a des grands phénomènes qui vont se cristalliser aussi au 19e. Donc, on va prendre un peu plus de temps pour cette portion-là. Ensuite, je vais vous parler plus brièvement, je l'avoue, comme historienne, le 20e et le 21e m'intéressent un petit peu moins. Moi, je suis plutôt dans les périodes anciennes, mais on va quand même aborder, évidemment, les mutations sociales du 20e siècle particulièrement. Qu'est-ce qui va arriver avec l'arrivée de l'embaumement, par exemple? Donc, puis une courte conclusion, et à la fin, il me fera plaisir de prendre vos questions. Alors, allons-y comme ça. Les rituels avant, donc les traditions culturelles avant l'industrie funéraire. Évidemment, quand on parle de Québec, de la région de Québec, on n'est pas en terrain neutre. Des fois, on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de sépultures qui atteignent des âges aussi avancés que des millions d'années, par exemple. Bon, sans faire une histoire géologique de la région de Québec, simplement pour vous dire qu'on a longtemps été sous l'eau ici, pour toutes sortes de raisons, les âges glaciaires, etc., le retrait des eaux, ça a pris du temps. Alors, l'établissement des premières populations humaines, ça remonte à seulement quelques milliers d'années. Donc, nécessairement, on a très peu de sépultures sur lesquelles on peut travailler pour essayer de comprendre la longue préhistoire de la mort dans la région de Québec. N'empêche, il y a quand même quelques sépultures intéressantes qui ont été retrouvées. Une de celles qu'on peut consulter dans les rapports archéologiques de la région de Québec, c'est celle de la Pointe-à-Pizeau, près de la côte Saint-Michel. Donc, on est avec une sépulture d'un homme d'une trentaine d'années qui a été retrouvé avec d'ailleurs beaucoup de ce qu'on appelle du mobilier funéraire. Donc, ce n'est pas des meubles au sens propre, mais les archéologues appellent comme ça toutes les offrandes qu'on va retrouver avec la personne décédée, et en l'occurrence, dans ce cas-ci, des bijoux. Donc, il portait ce qu'on appelle un gorgerin, une espèce de collier avec beaucoup de rangs de cuivre dans son cou. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la coloration un peu verdâtre des ossements qui ont été retrouvés. Donc, ce n'est pas disons une coloration qui est due au PowerPoint que vous avez sous les yeux, c'est vraiment la couleur des ossements. Donc, ça nous indique qu'il y avait déjà, même s'il y a très peu, comme je vous dis, de sépultures anciennes pour ces périodes-là paléo-indiennes, on a quand même la preuve qu'il y avait aussi du ritualisme funéraire dans la région de Québec il y a très, très longtemps. D'autres sépultures qui sont un petit peu plus près de nous, en fait, qui correspondent à la zone qui est aujourd'hui le site de l'habitation de Champlain, mais avant même que Champlain y arrive. On est vers l'an 1000 à peu près, à l'époque du sylvicole supérieur. Et là, on a trouvé des fosses communes. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous indique qu'il y avait d'autres types de pratiques, notamment de la crémation qui était pratiquée chez les populations autochtones anciennes. Donc, c'est certain qu'on a très peu de signes pour être capable, par exemple, d'identifier à quelle nation ces gens-là appartenaient avec certitude. Le matériel génétique est un peu détérioré et souvent, on n'a pas les bonnes comparaisons. Mais il y a encore des ossements qui sont conservés dans des réserves dans la région de Québec et des réserves archéologiques. Et c'est possible, éventuellement, avec l'avancement de la science, de retourner à ces trouvailles-là pour essayer de faire parler les ossements éventuellement. Donc, tout n'est pas dit encore sur la préhistoire de la mort à Québec. Il faut attendre un peu les périodes de contact, donc l'arrivée des premières populations européennes, pour avoir des témoignages un petit peu plus détaillés sur les rites funéraires autochtones dans la région. Des fois, ce sont des rituels qui sont observés ailleurs, mais on dit qu'ils sont reproduits ici aussi, chez des peuples qui ont des parentés des grandes familles linguistiques. Donc, en l'occurrence, ici, on a un rituel qui a été dessiné carrément par Samuel de Champlain, où on voit que
les peuples autochtones traitent les ossements de leurs aïeuls avec beaucoup de respect. Donc, souvent, on les déplaçait avec nous quand on changeait d'endroit, donc les populations semi-sédentaires, quand ils décidaient de changer le village de place, reprenaient avec eux les ossements des anciens et les ossements suivaient jusqu'à la nouvelle installation et ainsi de suite. Donc, c'était une façon de perpétuer une sorte d'hommage aux ancêtres. Donc, je ne m'attarderai pas plus que ça sur cette période-là parce que je pense qu'on a quand même moins d'informations pour en parler avec abondance. Mais je voulais quand même vous en parler parce que quand même, ça touche la région de Québec. Avec l'arrivée de Champlain, là, évidemment, ce sont les rituels un petit peu plus à l'européenne qui vont prendre place, notamment les cimetières à l'européenne. Ici, vous avez une carte qui date de 1613, sur laquelle on remarque la côte de la montagne qui est dessinée, qu'on reconnaît un peu, mais on voit surtout la petite croix qui marque l'emplacement du cimetière, du premier cimetière de Québec. Donc, dès l'installation, pas tout de suite en 1608, mais assez rapidement, quand Champlain fonde Québec, il va prendre soin d'installer ce qu'on appelle un champ des morts, donc un cimetière, pour être capable d'accueillir les dépouilles des personnes qui décèdent dans la colonie. Au départ, c'est un cimetière exclusivement catholique. Éventuellement, on va recevoir aussi certaines sépultures d'autres nationalités, mais c'est surtout des Français pour l'essentiel de ce qu'on en a. Donc, on a quelques registres qui nous indiquent un petit peu comment ça se passe. Évidemment, au départ, il n'y a pas vraiment de personnel religieux pour prendre soin des corps, ce qui fait qu'on enterre tout simplement après avoir nettoyé les personnes. Donc, il n'y a pas beaucoup, je dirais, de rites autour du corps lui-même. Ça va être surtout au niveau des prières que ça va se passer, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas le corps qui est le plus important, c'est l'après-vie. Alors, on va accorder énormément d'importance à l'au-delà et non pas au traitement du corps lui-même. Même si, à certains moments, on va le voir ensemble, ces deux éléments-là vont se rencontrer. Donc, quand on dit cimetière, on dit justement proximité éventuellement d'une église, hein, parce que ça prend un endroit pour célébrer les derniers rites. Alors, assez rapidement, on va avoir une évolution urbaine qui va être très importante. Le cimetière de la Côte-de-la-Montagne va se développer. On le remarque encore ici sur le cartouche de Franklin de 1688. Et ce qu'on remarque aussi, c'est le fait que ce sont des petites croix. C'est assez intéressant, ça, parce que quand on regarde les cimetières de la même période, par exemple en Nouvelle-Angleterre, sur la côte est américaine, de ce qui va devenir les États-Unis, eux, ils sont plutôt avec des petites pierres tombales, alors qu'ici, c'est essentiellement des croix de bois. Donc, ce n'est pas un matériau qui a beaucoup d'avenir, hein, qui va se détériorer assez rapidement. Donc, ce sont des marqueurs de sépulture qui sont appelés à être brisés et éventuellement qui n'existent plus. Alors, on a très peu de monuments de ces époques-là, justement. On a très peu de pierres tombales et tout ça. Ce n'était pas dans la culture française de l'époque, du moins pas à Québec. On allait plutôt avec des petites croix. Il y a quand même des cas très intéressants parce qu'on marque l'emplacement, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Bien, évidemment, il y a des cercueils. Dans certains cas, ce sont simplement des suaires qui sont placés autour des personnes et on les enterre comme ça, mais généralement, il y a cercueil. À l'époque de la Nouvelle-France, on a des cercueils souvent en bois, mais dans certains cas, on a aussi des cercueils de plomb. Des cas assez rares, mais j'ai envie de vous parler du cas de Madeleine de la Pelletrie, donc Madame de Chauvigny de la Pelletrie, qui était une des fondatrices laïques des Ursulines de Québec, une grande amie de Marie de l'Incarnation. Et sans trop s'attarder sur ce cas-là, je pense que c'est intéressant de vous le présenter puisqu'il y a plusieurs éléments dans le cas de Madame de la Pelletrie. Donc, elle décède en 1871, elle a à ce moment-là 68 ans. Et à l'époque, on prélève son cœur pour le remettre aux jésuites. En fait, c'est une pratique qui se fait assez régulièrement chez les personnes très dévotes, donc les gens qui ont une forte croyance religieuse, que de remettre leur cœur à, par exemple, un monastère qu'ils ont en affection ou pour lequel ils ont donné de l'argent, qu'ils ont été mécènes, par exemple. C'est comme une façon de rester très, très près. Quand on dit « je donne mon cœur », bien là, c'était littéralement au sens propre. Et son corps, lui, va être déposé dans un cercueil de plomb.
On ne sait pas exactement de quelle forme. Tout ce qu'on a, c'est les traces et les mentions. Puis, éventuellement, on a un cercueil qui va avoir été reformaté, qu'on sait que c'était celui-là. Mais le cercueil initial de plomb de Madame de la Pelletrie, on ne sait pas exactement s'il a une forme trapézoïdale, une forme un petit peu plus anthropomorphe avec le dessin de la tête et des épaules qui se manifestent. Je vous ai mis 2 exemples au bas de l'image. Donc, vous voyez un petit peu de quoi ça peut avoir l'air, mais on n'a malheureusement pas le détail dans son cas. Sauf qu'on sait que ce n'est pas elle qui a demandé ça, ce sont les Ursulines qui décident de lui faire une sorte de cadeau post-mortem, sans doute pour, disons, montrer leur affection pour leur cofondatrice. Donc, c'est intéressant parce que ça se fait en 3 actes et 3 lieux, si je puis dire. Dans un premier temps, vous voyez sur la carte, j'ai marqué la messe des morts qui a lieu à Notre-Dame de Québec. Donc, on a une première messe, une première célébration qui est dite à ce moment-là, qui est publique, à laquelle toute la population de Québec peut assister. Et selon les témoignages, il y a beaucoup de monde. À l'époque, à Québec, il y a quand même plusieurs centaines de personnes, donc c'est bondé. Les gens veulent vraiment manifester leur affection à Madame de la Pelletrie. Le deuxième acte, c'est l'inhumation du corps au monastère des Ursulines, parce que, comme justement elle est la cofondatrice de l'ordre, même si elle n'est pas religieuse elle-même, elle a obtenu l'autorisation d'être inhumée dans le cœur des religieuses. Donc, dans la chapelle, sous le chœur, elle est auprès des autres religieuses, et éventuellement, Marie de l'Incarnation elle-même viendra l'y rejoindre quelques mois plus tard, incidemment. Donc, on enterre son corps dans le cercueil de plomb à cet endroit-là. Et le troisième acte, c'est la remise du cœur qui se trouve être dans une petite boîte qu'on appelle un carditaphe. Donc, c'est comme un cercueil pour cœur, souvent en forme de cœur d'ailleurs, et on met l'organe là-dedans et on le remet à ce moment-là au supérieur des Jésuites. Donc, si je vous parle de ça, c'est pour vous montrer à quel point, dans certains cas, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui fait l'objet d'un traitement aussi élaboré, mais ici, on a affaire à une des femmes les plus importantes au plan spirituel au 17e siècle à Québec. Alors, on a mis beaucoup de soins autour de ses obsèques, et ça montre un petit peu de quoi on est capable finalement à cette époque-là. Pourquoi on veut être enterré dans les églises? Parce que ça pose toute la question. Pourquoi Madame de la Pelletrie a émis ce souhait-là? Bon, dans son cas, vu que c'est les Ursulines, on peut comprendre, mais en fait, c'est une pratique très, très répandue au 17e siècle. L'inhumation dans les églises, on appelle ça l'inhumation ad sanctos. Donc, ça veut dire près du saint, près de la sainte. Donc, il y a une question d'être inhumé à proximité de l'autel où on a des reliques de saints et de saintes de l'Église catholique. On pense que le fait d'être près comme ça d'une relique ajoute une sorte de petit bonus pour que l'âme se rende plus facilement vers Dieu. Alors, c'est quelque chose qui est très, très recherché. Ce qui fait que souvent, dans les testaments, il va y avoir des dispositions qui sont prises en ce sens-là. Les gens vont préciser « je souhaite être enterré chez les Hospitalières, chez les Augustines ou à l'Église des Récollets. » Il y a tout vraiment un soin qui est mis à ce qu'on appelle l'élection de sépulture, donc le choix de l'endroit où on va reposer une fois décédé. Donc, c'est une disposition vraiment dans les testaments. Ici, c'est intéressant, je vais vous le lire parce que peut-être vous êtes capable de le lire, mais je vais vous aider. Donc, « Item veut et ordonne que son corps, mort, soit inhumé et enterré chez les révérends pères récollets de cette ville, avec les moines de quand qu'il sera possible. » Mais, bon, là, il nous précise ça, mais surtout, là, on parle du testament de Pierre-Joseph de Taffanel de la Jonquière. Surtout, en plus d'être enterré, il va préciser qu'il soit fait, dit et célébré par les révérends pères récollets en leur église 366 messes basses, rien de moins, de requiem. Ensuite, une chaque jour alternativement jusqu'en fin d'Icelle. Bon, donc, vraiment, pour le repos de son âme, il va très fort avec ce nombre qui peut nous sembler un peu extravagant, mais c'était l'idée que le corps, c'est bien, on s'en occupe, mais c'est vraiment l'âme qui compte à cette époque-là pour les gens de la Nouvelle-France. Alors, on met le paquet à ce niveau-là. Donc, dans les testaments, mais aussi dans toutes sortes de documents, on retrouve ce genre de précisions qui sont faites autour des soins qui doivent être faits autour du corps, mais aussi de l'âme de la personne.
Parce qu'à l'époque, la mort, la pensée de la mort, elle est vraiment omniprésente. On y pense tout le temps, on se prépare à mourir pendant toute notre vie. C'est vraiment assez intense, surtout au 17e et 18e siècle. Alors, on a beaucoup de tableaux de cette époque-là. Ce sont des natures mortes, ce qu'on appelle des vanités. Souvent, elles vont être représentées avec un crâne et des symboles qui évoquent le fait que la vie est brève. Et tout ça n'est pas dans une optique macabre, c'est vraiment plutôt une sorte de rappel. C'est ce qu'on appelle un memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Donc, de cette façon-là, ça peut être des peintures, il y a des sculptures également, et je vais vous montrer également d'autres objets associés à ça. Les memento mori ont une fonction très importante de rappeler constamment aux vivants qu'ils doivent se préparer. Donc, qui dit soin de l'âme, dit justement préparation. On va avoir comme ça des traités qui nous expliquent comment se préparer à bien mourir. Il y a même des confréries de la bonne mort. Quand on tombe là-dessus pour la première fois, on fait « Ah oui, d'accord ». Donc, c'est quand même assez particulier. Ce sont des confréries vraiment dédiées à offrir une communauté autour du fait de mourir. Et ça, ce que c'est en fait, moi, je me plais à appeler ça une sorte de police d'assurance parce que la personne qui joint la confrérie s'engage à prier pour l'âme des personnes qui vont décéder, mais a en même temps l'assurance que les autres vont prier pour elle aussi quand ça sera son tour. Alors, ça fait une sorte de grande boucle de réciprocité, un beau cycle finalement autour du trépas. Donc ça, c'est quand même assez particulier. De nos jours, on n'a plus ça du tout. Ça existe peut-être encore dans certains cercles, mais c'est assez peu fréquent. Pour se rappeler de son engagement au sein d'une confrérie, les gens peuvent porter ce qu'on appelle un scapulaire. Ça peut être une image sainte. Dans certains cas, c'est Saint Joseph qui est considéré comme le saint patron des gens qui sont en train de décéder, des agonisants. Dans d'autres cas, ça va être d'autres saints ou saintes qui sont très près de Jésus. Donc, on a cette idée que si on porte une image sur soi, eh bien, même si on meurt de façon accidentelle, bien, on est un petit peu protégé quand même. Donc, ça fait partie de cet univers mental qu'on a à l'époque de la Nouvelle-France quand on pense à la mort. Et ça va durer. Quand je vous dis 17e, 18e, mais même au-delà, ce sont des pratiques qui vont perdurer beaucoup dans le temps. Tout à l'heure, je vous montrais la peinture et je vous disais qu'il y avait d'autres formes de memento mori, donc de petits rappels qu'on va mourir. Ici, vous en avez un très joli, en fait, c'est tout petit. Ça fait à peine 1,5 cm à peu près. C'est un petit crâne qui a été retrouvé au parc de l'Artillerie il y a quelques années par des archéologues de la ville de Québec. Et on sait que c'est vraiment cette fonction-là que l'objet remplit, parce que la façon dont il était disposé près du corps, c'est vraiment cette idée que le petit crâne, la personne pouvait le manipuler et se rappeler justement, bon ben, c'est peut-être bien d'agir correctement parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la mort nous rattrape. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on veut vraiment se faire inhumer dans les églises. Alors, je vous laisse un moment pour regarder ces deux images que vous avez peut-être déjà vues. Elles sont quand même assez connues. Elles nous montrent les dégâts que les bombardements liés à la guerre de 7 ans ont fait à Québec. Et vous avez l'intérieur de l'église des Récollets et de l'église des Jésuites. D'ailleurs, un petit truc, ça, j'étais très contente d'apprendre ça à un moment donné. Quand on ne sait pas trop si c'est Jésuite ou si c'est Récollets, quand c'est arrondi, généralement, c'est Récollets. Alors, celle en haut, c'est l'église des Récollets. Et quand c'est plus carré, plus monumental, c'est les Jésuites, parce que c'est un ordre qui a un peu plus d'argent, justement pour mettre en place de belles églises plus élevées. Donc, là, je vous montre ça pour une raison. On va faire un petit zoom sur ces églises-là et sur les dégâts. Et je porte votre attention sur le fait. Ici, on remarque un petit crâne avec un ossement. Et même chose sur l'image du haut, on reconnaît la forme arrondie de 2 crânes avec un os qui est peut-être un fémur. Ça, ce que ça nous indique, c'est que le graveur, quand il a consigné cette image-là, quand l'artiste a fait ce dessin, lui n'était pas nécessairement en train de se dire « Ah, ben les gens, dans quelques centaines d'années, vont être contents d'avoir la preuve qu'on faisait vraiment de l'inhumation dans les églises. » Mais moi, en faisant le zoom là-dessus, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit « Wow, là, on est vraiment dans la preuve, effectivement, que les gens étaient inhumés juste sous
sous le revêtement de bois, en l'occurrence, de ces églises-là. Donc, la façon dont ça fonctionnait, quand l'église disposait d'une crypte, évidemment, les corps étaient mis en dessous, mais quand c'était simplement sur la terre, bien, on creusait, on installait le corps, souvent dans un cercueil, et on refermait. Éventuellement, quand il y avait trop de monde enterré dans une église, il pouvait y avoir des petits problèmes de salubrité. Et ça, on va y revenir tout à l'heure parce qu'effectivement, ça va devenir une problématique sur laquelle on n'aura pas le choix à laquelle on n'aura pas le choix de remédier éventuellement. On en vient au grand siècle de la mort. C'est sûr que quand on s'intéresse à l'histoire de la mort, que ce soit à Québec, au Québec ou même dans l'univers occidental en général, le 19e siècle, c'est vraiment celui où beaucoup de choses se passent. Il y en a qui ont même dit qu'avec les Égyptiens anciens, bien, les gens de l'époque victorienne, c'est probablement les personnes les plus extravagantes avec la question du décès, puis de ce qu'on en fait, puis ce qu'on fait avec les endeuillés également. Donc, à l'Égypte, évidemment, les momies, les grands tombeaux, mais au 19e, on a eu des choses pas pires aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment les gens du 19e siècle ont, disons, géré cette question-là, mais aussi de quelle façon ils ont dealé avec le deuil également, parce que c'est une part importante de la vie de cette époque-là, étant donné le grand nombre d'épidémies et de toutes sortes de choses qui pouvaient se passer. Vivre au 19e siècle, c'était très dangereux. Ça a l'air d'un euphémisme, là, mais c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, éventuellement, après le régime français, les Britanniques sont arrivés. Il y a eu certaines modifications, bien sûr, dans les rituels, mais je vous dirais que du côté des rituels funéraires, que ce soit anglican, protestant, épiscopalien et tout ça, et le côté catholique, il y avait quand même assez de dénominateurs communs, ce qui fait que de voir des cortèges comme celui-ci dans les rues de Québec, ça n'avait rien d'étonnant, particulièrement au début du 18e siècle. Ici, on a une très belle image de 1830 qui nous montre justement un convoi funéraire. Ce qui est intéressant avec cette image-là, c'est la quantité de gens. On voit aussi qu'il y a ce qui semble être un groupe de dignitaires qui portent le cercueil vers la fin. On remarque les chapeaux haute forme avec les rubans blancs dessus. Et tout ça nous informe vraiment sur le fait qu'on mettait beaucoup de soin à accompagner la personne décédée d'abord à l'église et ensuite de l'église jusqu'au cimetière qui avait été choisi pour être enterré. Donc, des scènes comme celle-ci, comme je vous dis, on en voit beaucoup à Québec dans ces années-là, particulièrement quand on est attentif à la date. Les années 1830, ce sont celles où il y a énormément d'épidémies, choléra, typhus, ça n'arrête pas, des fièvres. Il y a vraiment énormément de choses au niveau bactérien qui se passent au niveau épidémiologique. Donc, c'est une période vraiment où ça brasse beaucoup. D'ailleurs, en cas d'épidémie, il y a toutes sortes de précautions qui sont prises. À certains moments, on sait que les morts sont annoncés par les sonneries des cloches. Et à un moment donné, il y a un évêque de Québec qui va dire, là, il y a tellement de décès que les gens sont démoralisés d'entendre les cloches, on va arrêter de les faire sonner pour quelque temps. Ça vous donne une idée parce qu'il y avait trop de décès, puis là, c'était épouvantable pour le moral des gens de Québec. Donc, c'est le cas de Québec, mais ça a été le cas de plusieurs autres grandes villes à l'époque des grandes épidémies. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs en période d'épidémie? Bien, souvent, on va faire un peu l'impasse sur certains rituels au lieu de prendre beaucoup de temps pour chaque personne. Des fois, il faut aller un petit peu plus vite. Le principe des fosses communes à Québec a moins été utilisé qu'en Europe. Ce n'est pas quelque chose qu'on remarque aussi fréquemment qu'en France, par exemple. Mais pendant les périodes d'épidémie, quand il faut aller au plus pressé, c'est quelque chose qu'on va observer. Donc, on va à ce moment-là se contenter d'envelopper les gens dans un drap, dans une pièce de tissu, et de faire un rite funéraire très rapide, une prière et tout ça, puis on le dépose dans la fosse commune. Et pour éviter la propagation des épidémies, des fois, on va ajouter de la chaux, donc c'est un corrosif un petit peu agressif, là, pour essayer d'empêcher que l'épidémie se propage et pour calmer un peu les odeurs également. J'ai vu dans les archives à certains moments que certains bedeaux, les gens qui creusaient les fosses dans les cimetières de Québec, n'étaient pas toujours très prudents ou très soigneux. Il y a déjà eu des accidents, des fosses qui étaient laissées à nu
et quelqu'un qui était distrait, je ne sais pas comment on peut être distrait dans une circonstance comme ça, mais enfin, qui est tombé dedans, donc ça n'a pas dû être une expérience très agréable. Il y a eu des récriminations autour de ces bedeaux un peu négligents là, pour les obliger à refermer les fosses une fois qu'elles étaient utilisées, au moins par des planches, pour éviter les problèmes. Ici, nous avons un autre cortège. Justement, il n'est plus dans la rue. Celui-là, il s'en va vers le cimetière, donc vraiment pour accompagner la personne jusqu'à son dernier lieu de repos. Je voulais vous montrer cette image-là qui est très belle, je trouve. On remarque le fleuve en arrière-plan et tout ça. On reconnaît très bien le cimetière de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et on remarque justement qu'il y a quand même une bonne quinzaine de personnes qui accompagnent le convoi. Et on remarque aussi, encore une fois, les croix. Il y a très peu de tombes. Il commence à y en avoir quelques-unes, des pierres tombales, mais ce sont encore surtout des croix. Des croix un petit peu comme celle-ci, d'ailleurs. Si je reviens à l'image précédente pour que vous l'ayez bien en tête, on en voit d'ailleurs des comme ça, là, donc avec le rond. Celle-ci qui est conservée au Musée de la Civilisation, donc qui nous montre une croix qui est utilisée vers le milieu du 19e siècle. Ce sont des... l'utilisation du métal progressivement va nous permettre d'avoir des marqueurs funéraires en dur, donc ce n'est plus du bois, ce n'est plus quelque chose qui va être périssable rapidement, donc ça nous permet de conserver certaines traces. Mais je vous dirais que les gens... comme vous et moi, les gens qui ne sont pas des nobles et tout ça, qui ne sont pas de la haute société de Québec, habituellement, les monuments sont très, très modestes. Donc, ce sont vraiment seulement les gens qui s'illustrent dans la magistrature, par exemple, éventuellement, qui vont avoir des monuments un petit peu plus considérables, évidemment, les évêques et tout ça. Donc, vous voyez ici un des premiers cimetières. Tout à l'heure, on parlait du cimetière de la Côte-de-la-Montagne. On a vu celui également de l'hôpital. Ici, c'est le premier cimetière Saint-Roch. Donc, il est utilisé dans les années 30, 1830-1840, jusqu'au milieu du 19e siècle. Vous remarquez peut-être quelque chose, c'est l'entassement. Vous voyez, ça a l'air vraiment exigu. On a comme un petit problème d'espace. Et ce n'est pas juste une vue d'artiste. Ce n'est pas l'artiste qui a décidé de le représenter comme ça. Ça représente la réalité. Au milieu du 19e, on commence à avoir un sérieux problème de débordement dans les cimetières urbains de Québec. C'est le cas ici, c'est le cas ailleurs également. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Trop de monde dans les cimetières, trop de monde dans les églises, dans le sol des églises aussi. Il y a une surpopulation mortuaire, on peut dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inspirer un petit peu de ce qui a commencé tranquillement en Europe, c'est-à-dire éventuellement... Oh, attendez, il faut que je vous parle d'autre chose avant. Donc, éventuellement, on va installer un nouveau type de cimetière et ce cimetière-là, je vous en reparle dans quelques minutes, va venir un peu régler certains problèmes qu'on a par rapport à cette surpopulation de trépassés. Mais avant, il faut quand même que je fasse une petite parenthèse. Elle est indispensable. Si je vous parle d'histoire de la mort et que je ne vous parle pas de ça, j'ai raté ma job à soir. Donc, au 19e siècle, il y a un phénomène vraiment particulier qui se passe. C'est ce qu'on appelle, en anglais, on dit les body snatchers. En français, on parle de, et ça c'est très bizarre comme terme, de résurrectionniste. Qu'est-ce que c'est qu'un résurrectionniste? En fait, c'est quelqu'un qui, pour lui-même ou parce qu'il a eu une commande, va aller au cimetière, déterrer un corps récent et se livrer à des expérimentations médicales dessus. Ce sont généralement des étudiants en médecine ou des médecins qui vont commanditer le vol de cadavres pour pouvoir se pratiquer à faire des autopsies. Donc, c'est assez particulier parce qu'à cette époque, en raison des prescriptions religieuses, bien, on n'a pas le droit de pratiquer des autopsies, mais c'est exigé dans le programme de médecine. On a un petit problème. On demande aux étudiants d'être parfaitement au courant de l'anatomie, mais on ne leur donne pas le matériel pour s'exercer. Donc, ça ne va pas bien. À un moment donné, il y a un assouplissement. On dit, bon, les condamner à mort, allez, ça pourrait être une bonne idée, mais il n'y a pas, heureusement, assez de condamnés à mort pour approvisionner les étudiants en médecine. Alors, il y a le phénomène des résurrectionnistes qui va s'installer. Alors, je vous montre 2 articles de journaux qui devraient quand même être assez lisibles. On va prendre un instant pour les regarder.
Dans le journal Le Canadien, on est le 10 février 1840, un cadavre dans un état de nudité complète, à l'exception d'un sac où il était renfermé, a été trouvé ce matin dans une allée près du marché Saint-Paul. Il paraît qu'il avait été enlevé du cimetière de l'hôpital de la Marine et des émigrés par des gens qui font métier de vendre des corps aux étudiants en médecine. On dit qu'il a été commis depuis quelque temps un grand nombre de ces violations de sépultures dans différents cimetières de la ville et nous apprenons avec plaisir que messieurs les marguilliers, ainsi que la police, offrent des récompenses pour l'appréhension de ceux qui exercent une industrie si révoltante. Donc, évidemment que les gens ne sont pas contents et pas à l'aise avec ce qui se passe. Imaginez, vous venez de perdre votre proche et vous êtes inquiet. Il y a même des gens qui vont engager des veilleurs, des gardiens pour la première semaine d'inhumation, parce qu'une passée une semaine, le corps est un petit peu trop détérioré pour être intéressant pour les body snatchers, pour les résurrectionnistes. Alors, on va payer des gens ou on va veiller soi-même nos défunts jusqu'à temps que ça soit plus sécuritaire. Un autre article, toujours dans Le Canadien, on est 3 ans plus tard. Avis aux étudiants en médecine. Il paraît qu'on fait revivre en cette ville l'ancienne coutume de dérober des corps dans nos cimetières. Du moins, plusieurs tentatives ont été faites dernièrement dans le cimetière catholique. Le vigilant gardien des restes de nos parents et de nos amis qui reposent en paix dans leur tombe a mis en fuite les profanateurs de ce lieu de repos en leur déchargeant quelques coups de fusil chargés à balles. Il n'est heureusement pas encore résulté d'accident, mais nous sommes autorisés à dire que toutes les personnes qui seront trouvées dans le cimetière après 8 heures du soir en subiront les conséquences. Des mesures ont été prises pour mettre fin à ce brigandage. Donc, vraiment, on prend ça au sérieux. Donc, est-ce que ça a été fréquent? Il semblerait que ça a quand même été assez fréquent pour qu'on s'en inquiète, comme vous voyez ici. Mais assez récemment, il y a quelque chose qui a été trouvé à Québec qui confirme qu'effectivement, il y a eu des substitutions de corps à un moment donné dans des tombes. Un article de Dave Noël, un collègue historien de Québec, découverte d'un cercueil fantôme. Ça a été publié dans Le Devoir il y a à peu près 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est une tombe, un cercueil dans lequel il y avait des bûches. On a dérobé le corps et pour pas que les porteurs soient alarmés par le fait que c'était léger, on a mis quelque chose d'équivalent dedans, donc pour faire du poids un petit peu. Alors ici, on a un peu la preuve matérielle que ce genre de choses-là a pu exister à différentes échelles à Québec, mais c'est quand même un phénomène important du 19e siècle. Ça ne veut pas dire que ça a duré tout le temps, là, mais il y a eu vraiment une période où c'était une inquiétude qui s'ajoutait à tout le reste. Parce que je vous rappelle que dans les années 1830, avec les épidémies, on a bien d'autres choses à faire que commencer à veiller les cimetières en plus. Fin de la parenthèse sur les résurrectionnistes. On revient au programme principal. Donc, la question des cimetières surpeuplés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, comme je vous disais, en raison du surcroît de mortalité de toutes sortes, du choléra et tout ça, on a de plus en plus d'enjeux de salubrité à Québec. On se dit, qu'est-ce qu'on fait quand, justement, on a mis tout en œuvre pour essayer de contenir une épidémie, mais là, ça n'arrête pas de mourir, puis ça devient vraiment dangereux. Et justement, les cimetières sont tellement imbriqués dans la ville, c'est un petit peu questionnant. On est à une époque aussi, le 19e, où on commence à connaître un petit peu plus les mécanismes liés à la propagation des maladies, et on se dit, ouais, c'est peut-être pas top d'avoir le marché public, puis juste à côté un cimetière avec beaucoup trop de monde dedans. Alors, on va s'inspirer de ce qui se passe en Europe pour commencer à créer des cimetières extramuros, des cimetières hors les murs, des cimetières décentrés, hors de la ville. Et ça donne que ce sont de grands cimetières jardins, des grands cimetières paysagers. C'est quelque chose qui naît au début du 19e, d'abord en France, au cimetière du Père-Lachaise. La France, Paris en particulier, qui est aux prises avec cette problématique-là, évidemment, avec une surabondance de population urbaine. Donc, on va installer un premier cimetière comme ça, qui s'appelle le cimetière du Père-Lachaise. De ce côté-ci de l'Atlantique, il y a le Mount Auburn au Massachusetts, qui est en 1831 un des premiers aussi de ces grands cimetières jardins. Pour vous donner une idée, on engage des grands paysagistes, des architectes pour créer ces cimetières-là. Donc, ce n'est pas laissé au hasard, ce n'est pas on prend une parcelle de terrain, on commence à enterrer des gens dedans, on met quelques arbres. C'est réfléchi. Il y a même des grands architectes paysagers, comme ceux qui vont designer les plaines d'Abraham, par exemple, comme ceux qui vont
désigner Central Park, qui vont être appelés à désigner des cimetières paysagers. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont, comme je vous disais, des endroits de dernier repos à l'extérieur des villes. Donc, déjà, il y a l'éloignement. Ça respire davantage. On n'est plus dans le petit cimetière tout bondé, là, que les tombes sont toutes empilées les unes sur les autres. Beaucoup d'arbres aussi, dans une idée de faire un lieu qui soit accommodant aussi pour les vivants, pour les survivants, pour les personnes endeuillées, pour qu'elles puissent aller rendre visite à leurs défunts, sans que ça soit désagréable. Parce que personne n'aimait aller au cimetière dans des petits endroits tout tassés. Donc, cette grande idée de cimetière paysager vient répondre à un besoin d'accommoder les personnes endeuillées également. L'autre grand cimetière de cette époque-là, c'est Highgate à Londres aussi. Donc, vous voyez, dans les années 1830, il y a une mouvance qui s'installe. Alors, de ce côté-ci, à Québec, on commence à se dire, ouais, ça serait peut-être une bonne idée. Alors, on va faire la même chose. On va fonder un premier cimetière paysager, le Mount Hermon, en 1848. Donc, celui-là, il est dans la côte de Sainte-Foy, pas très loin de la pyramide. C'est un très, très beau cimetière. Le cimetière Saint-Charles, 1855. La même année, Saint-Michel de Sillery. Notre-Dame de Belmont, 1857. Saint-Patrick, en 1879. Ce sont, dans certains cas, des cimetières protestants, dans certains cas, des cimetières catholiques, et dans certains cas, c'est un peu plus œcuménique. Ça accueille tout le monde qui veut une parcelle. On n'est pas regardant sur la religion. Donc, du moment que ça soit fait avec goût, on peut accueillir des sépultures. Et à Montréal, on a le Mont-Royal puis Notre-Dame-des-Neiges aussi au milieu du 19e. Pour vous donner une petite idée, vous voyez donc que c'est à cette époque-là que ça bouge énormément en matière d'aménagement de sépultures et surtout de cimetières pour les accueillir. Donc, en gros, c'est comme je vous dis, ce sont des grands endroits très beaux, des grands endroits aussi qui vont permettre à l'art funéraire de se développer. Donc, on va voir une recrudescence de l'utilisation des pierres tombales, mais surtout, ici, vous avez une des plus vieilles que j'ai trouvées sur le territoire de Québec. Là. Il y en a des un petit peu plus anciennes encore, mais celle-là est pas mal vieille dans les cimetières urbains, comme je vous disais. Donc, 1851. Mais surtout, on va voir se développer toute une esthétique de la mort, une esthétique qui va fleurir dans les ateliers de sculpture, notamment de la ville de Québec. C'est fascinant de voir à cette époque-là des gens qui sortent des écoles justement de sculpteurs. Ils ont un maître, ce sont des apprentis. Et pour les faire pratiquer, justement, l'art funéraire est là pour donner un bon débouché professionnel aux gens qui exercent la sculpture. Donc, il y a des choses qui vont être magnifiques qui seront faites. À Québec, on a quand même quelques très beaux exemples. Je vais vous en montrer deux. Ici, c'est une pleureuse qui a été créée par Jean-Baptiste Côté, un sculpteur de Québec. On a le modèle original qui a été retiré, qui est conservé au Musée des Beaux-Arts, mais on a aussi sa copie au cimetière Saint-Charles avec toute sa belle constellation de lichen roux dessus. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt adeptes de la brosse pour aller nettoyer tout ça. Moi, en tout cas, c'est une question personnelle. Je vous laisse juger de la chose. Mais donc, vous voyez que ce type de sculpture-là va se répandre dans les cimetières. On en a quand même de très, très beaux exemples quand on déambule, que ce soit au cimetière Saint-Charles, à Belmont, de ce genre de très jolies choses. Et parfois, on va même avoir des monuments identiques. Donc, comme celui-ci, c'est une pleureuse également avec sa couronne de fleurs de soucis à la main. Et on en a une à Notre-Dame de Belmont et on en a une au cimetière Saint-Charles. Et récemment, j'étais dans le bas du fleuve et j'en ai vu aussi dans certains cimetières là, dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on voit qu'il y a cette propagation-là d'œuvres, dans certains cas, qui vont être répliquées, reproduites, dans un souci d'offrir de l'art à plus qu'une seule personne. Donc, ce n'est pas simplement quelqu'un qui se commande un gros monument, mais ce sont des gens qui vont pouvoir s'offrir ce type de très beaux monuments éventuellement. Ce sont des monuments généralement familiaux, il faut quand même le préciser. Dans certains cas, ça va être très monumental, justement, et pour encadrer ça, les cimetières vont avoir des règlements relativement stricts. Ici, je vous présente un résumé des règles sur un certificat de possession d'un lot à Mount Hermon.
On est en 1867, l'année de la Confédération. Ça nous donne une idée. L'autorisation d'ériger des pierres tombales et des monuments, la possibilité d'ériger un enclos, je vais vous en montrer un dans quelques instants de quoi ça a l'air, mais celui-ci ne doit pas être plus haut que 2 pieds, en plus d'être bien net et symétrique. Donc on peut faire des choses, mais il faut que ça soit joli. Interdiction d'ériger tout monument, clôture ou structure en bois, en tout ou en partie, ou comportant un élément offensant. On dirait qu'on lit un truc contemporain, c'est assez particulier. Le cas échéant, le directeur du cimetière peut ordonner le retrait. Donc, on ne veut pas de structure de bois, exactement pour la raison dont je vous parlais au début de la conférence. Le bois, ça finit par se détruire, donc s'il n'y a pas d'entretien qui est prévu, éventuellement, ça a l'air de n'importe quoi. Alors, on veut s'assurer que ça soit joli. Ça peut être du métal, ça peut être du marbre, mais du moment que ça soit plus pérenne que du bois. Je vous montre justement un enclos. Qu'est-ce qu'un enclos funéraire? Bien, ça a un peu cette allure-là. Ici, vous avez l'enclos de Relais, Trudel et Vincelette au cimetière Saint-Charles. Et ce qu'on remarque, c'est justement l'idée de borner la zone qui est réservée à une famille. Éventuellement, plusieurs membres et même plusieurs générations d'une même famille vont pouvoir reposer dans ce type de structure-là. Ce n'est pas fermé, comme vous voyez, c'est quand même ouvert, donc on creuse directement au centre. Ce n'est pas la même chose qu'un mausolée. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Donc, on n'est pas dans une structure fermée qui a l'air d'une maison. C'est plutôt quand même l'idée de délimiter. On sent la dimension propriété privée qui s'exprime ici. C'est vraiment important pour les gens de l'époque. Donc, pour orchestrer tout ça, ça prend évidemment des gens parce que, bon, on le sait, le deuil, c'est pas facile quand ça nous arrive, alors il y a beaucoup de décisions à prendre. Et à un moment donné, quand les rituels se complexifient, comme c'est le cas au 19e siècle, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et là, les gens sont un peu démunis face à ça. Et c'est là que vont entrer en scène des entreprises. Donc, on va voir se développer littéralement une industrie funéraire. Québec n'est pas exceptionnel en ce cas-là. Il y en a dans toutes les grandes villes qui vont se développer à peu près dans les mêmes années, au milieu du 19e siècle. Mais on a quand même de très beaux cas de réussite professionnelle, si je peux dire, dans le milieu funéraire. Donc, on va en regarder quelques-uns ensemble. Et surtout, on va voir de quoi ça peut avoir l'air être un entrepreneur en pompe funèbre au 19e siècle. Donc, l'un des premiers, c'est Germain Lépine, qui est bien connu. Le nom Lépine a encore une grande résonance dans la région de Québec et même au-delà, qui va commencer ses activités en 1845. C'est intéressant parce que M. Lépine, au départ, c'est un charpentier, un menuisier. Il fabrique des meubles, il fait toutes sortes de choses en bois, notamment des tombes. Et éventuellement, il va déménager ses cercueils d'une place à l'autre. Donc, un service de voiturier va s'ajouter. Et à un moment donné, quand il se rend compte que, coudonc, tant qu'à fabriquer le cercueil, à aller chercher les personnes, à assurer la livraison, je peux peut-être prendre autre chose en plus. Alors, il va progressivement mettre sur pied une maison de service funéraire. Ce n'est pas une maison funéraire au sens où il reçoit les gens à cette maison-là, ça va arriver un petit peu plus tard, mais c'est une entreprise qui prend en charge les différents éléments liés au deuil, liés à la préparation du corps et liés à son transport aussi. Il y a aussi Charles Cloutier, Lépine, Cloutier, on se rapproche de quelque chose qu'on connaît. Donc, Charles Cloutier, quelques années plus tard, 1856, qui fonde lui aussi une maison funéraire. Il y en a beaucoup. Là, je vous en présente juste 2-3, mais il y en a vraiment beaucoup à cette époque-là. Certains qui vont faire affaire pendant seulement 8, 10 ans, 12 ans, et d'autres qui vont se maintenir dans le temps. Hubert Moisan, c'est aussi un nom qu'on rencontre régulièrement dans les différents documents quand on s'intéresse à l'histoire de la mort à Québec. Et d'ailleurs, vous avez ici une très belle publicité pour Hubert Moisan. Là, on est un petit peu plus tard. Là, le téléphone existe. Alors, évidemment, de nos jours, il y aurait l'adresse web et tout, mais à l'époque, c'est déjà pas mal. Et on voit aussi la très belle photo des installations de Germain Lépine sur la rue Saint-Vallier, où le complexe existe toujours. Là, ce n'est plus évidemment les services funéraires qui sont là, mais ça existe encore. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux? Justement, ils prennent en charge toutes ces étapes un peu compliquées, un peu fastidieuses, auxquelles les endeuillés n'ont pas nécessairement l'énergie de consacrer. Ils sont fatigués, ils sont en peine. Donc, on les décharge d'une tâche, de plusieurs tâches en fait.
Ici, je vous montre une facture. C'est le fun, hein? Une belle facture de Lépine à la succession Julie Tessier. Pour les funérailles de feu Mademoiselle Julie Tessier, ordonnées par Ulrich Tessier, écrivain, Esquire plutôt. Garniture de 6 hameleurs, chandelles, robes, bas, casquette en drap. Donc ça, c'est la sorte de cercueil avec un tissu dedans. Plombé, plature, bon, il y a tous les détails. Et vous voyez, le total de la facture, c'est signé par Germain Lépine lui-même. Et on est à 139,20 $ pour tout ça. Donc, on a même les crêpes pour le corbillard, là, les espèces de grands tissus qu'on met sur le corbillard et tout ça. Bref, un service clé en main, on pourrait dire, pour l'époque. Et ce qui est intéressant dans le cas des Lépines, c'est qu'ils ont laissé beaucoup de documents de ce genre-là, ce qui fait qu'on est capable de suivre dans le temps le coût des services funéraires également et ce qui se retrouve aussi dans les commandes. Parce que ici, justement, on parle des porteurs, on parle de la voiture, on parle de ce qu'on va mettre dedans, les chandelles et tout ça. C'est quand même assez élaboré. On est en 1896. Quelques années plus tard, en 1917, on a un état de compte de Lépine à la succession Ulrich Tessier. Donc, encore là, on a le transport de l'hôpital. Ça, c'est intéressant. On a un décès à l'hôpital, alors il faut transporter. Décoration, cercueil métallique avec une platine gravée, 8 hommes à 1,50 $ chacun, donc les porteurs et les gens qui accompagnent le cortège. Les voitures doubles pour transporter la famille, les amis et tout ça. Le corbillard lui-même. Donc, vous voyez, c'est quand même assez particulier. Et là, on est rendu à 311 $. Il y a quand même eu une petite inflation entre les deux. Donc, là, comme ailleurs, ben, on peut remarquer justement qu'il peut y avoir un emballement dans les coûts. Mais il faut savoir quand même que la famille Tessier, ce sont des notables de la région de Québec. Monsieur est juge. Dans sa famille, il y a des gens haut placés. Alors, c'est sûr qu'il s'offre ce qu'il y a de mieux. Entre autres, ceci. Donc, c'est un mausolée de la famille Tessier, les mêmes dont on vient de se parler, qui est au cimetière Notre-Dame de Belmont. C'est un des très beaux mausolées de la région de Québec. Là, quand on se promène dans les différents cimetières que je vous ai nommés tout à l'heure, celui-là se démarque. Vous voyez sa petite architecture très particulière, le petit motif, ce qu'on appelle un mascaron, là, qui a l'air d'un genre d'emblème au-dessus de la porte. Ça fait un peu italien, Renaissance et tout ça. C'est très joli. En bonus, on a même le plan intérieur du mausolée en question avec la disposition des différents membres de la famille. Donc ici, c'est le schéma du caveau et celui-ci, il est en 1887. Donc, éventuellement, vont s'ajouter d'autres membres de la famille, évidemment. Et on est capable comme ça de savoir qui est placé où. Donc, dans un caveau, la façon dont ça fonctionne, c'est on ne creuse pas. Ce sont des genres de, on pourrait dire des tablettes. J'aime pas trop l'expression, mais c'est un peu ça quand même. Donc, on a ça tout le tour et on peut déposer directement les cercueils dessus. Tout ça est évidemment verrouillé. Même si, à cette époque-là, Dieu merci, on n'a plus de résurrectionnistes, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Tout ça est derrière nous, les autopsies, c'est devenu légal. Bon, donc, mais c'est quand même intéressant de savoir que seule la famille et la maison funéraire peut accéder au mausolée. Quand on parle aussi de cette période-là, tout à l'heure, on en a eu des indices dans les factures, hein, des tissus noirs, des chandelles. Il y a beaucoup d'apparat qui est mis autour des décès à cette époque. Donc, on veut s'assurer de bien faire les choses et ça va aussi aller jusqu'aux prescriptions sociales en matière de deuil. En tant que personne qui a perdu un être cher, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit un enfant, un parent, une cousine, tout est normé au 19e siècle. C'est vraiment surprenant de voir à quelle extrémité on peut aller. Et pour accommoder ce besoin de montrer le deuil de façon visible, bien, il y a toute une industrie parallèle qui se développe autour des accessoires de deuil. Donc, les vêtements, les bijoux, les différents gants, accessoires, même les bottines, tout est pensé pour être capable de faciliter les choses et au passage peut-être de vivre de ça aussi là, dans le cas de certaines personnes. Ici, vous voyez la publicité de mademoiselle Clotilde Gosselin qui se spécialise dans les articles funéraires.
On est en 1861, puis quelques années plus tard, 1877, à droite, article de deuil pour toute la famille. On est vraiment dans l'idée que à cette époque, ben, justement, avec la succession des deuils qui arrivent souvent, une personne peut littéralement passer la moitié de sa vie à porter du noir. Donc, il faut accommoder ces personnes. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant de savoir qu'une femme qui perd son mari, à l'époque, doit porter le grand deuil pendant 2 ans, noir intégral. Après ça, il y a un 6 mois où on peut commencer à réintégrer du gris, du lilas, recommencer à sortir un petit peu plus. Et éventuellement, un autre 6 mois où là, c'est plutôt le demi-deuil, puis à un moment donné, on peut revenir au monde. Pour les messieurs qui perdent leur épouse, c'est un gros 6 mois à porter un brassard noir sur le bras. 2 poids, 2 mesures. Les femmes, à l'époque, sont vraiment invitées à porter ce type de voile, donc des voiles très opaques. Et il faut savoir que les procédés de teinture à l'époque sont quand même assez violents. Les pigments là-dedans peuvent même être problématiques pour la santé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de dames qui se retrouvaient à pleurer beaucoup, pas seulement parce qu'elles avaient de la peine, parce qu'elles développaient des infections oculaires à cause de la férocité là, des pigments dans les voiles qu'elles devaient porter constamment devant le visage. C'est quelque chose, hein? On est content d'avoir évolué un petit peu là-dessus aujourd'hui. Donc ici, vous voyez 2 articles de deuil très beaux qui sont conservés au Musée de la Civilisation. Entre autres, ce qu'on appelle un collier de jais, le fameux jais. Hein? On a tous entendu les histoires là, de Blanche-Neige qui avait des cheveux de jais. Ben, c'est des cheveux très, 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 très noirs, puis plutôt mat, en fait. Ça ne brille pas tant. Et surtout, le deuil qui est porté avec le voile de crêpe. Là. C'était vraiment l'attirail de la veuve par excellence. Mais qui dit veuvage ne dit pas pour autant de ne pas suivre la mode, particulièrement au 19e siècle. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que même dans les robes de deuil, on voit que la ligne de vêtements féminine va se retrouver, le petit détail de la manche, la façon dont la tournure est faite, la longueur de la jupe. C'est littéralement la même mode, mais en noir, tout simplement. Donc, à la fin du 19e, on sent un petit assouplissement. Les prescriptions sont encore là, mais mesdames sont invitées quand même à être coquettes. Et donc, on voit ici qu'est-ce que ça peut donner entre 1885 et 1902. Et quand je vous parlais du brassard de deuil, ben, ce que les hommes étaient invités à porter, c'est justement une petite pièce de tissu comme celle-ci qu'on fixait au bras. Dans certains cas, ça pouvait être sur le chapeau aussi. Donc, ça montrait que la personne est endeuillée. Et par contre, le noir intégral n'était pas requis du côté masculin. Il y a aussi cet élément-là qui est intéressant quand on parle de deuil, c'est l'apparition avec les procédés d'imprimerie plus accessibles de ces petites cartes mortuaires. Donc, au départ, évidemment, on n'a pas encore de photographie à mettre dessus. Ça va arriver progressivement dans le premier quart du 20e siècle, de mettre la photo des personnes endeuillées quand on en a une. Mais sinon, ce sont des images pieuses qui sont utilisées, comme celle-ci. Donc, vous en voyez un certain nombre ici du Musée de la Civilisation. On est quand même au début du 20e siècle. Donc, c'est fin 19e, début 20e. Vous voyez quand même cette iconographie religieuse qui est là. « Pense à moi, ne m'oublie pas, prie pour mon âme », toute cette préoccupation-là qui se retrouve encore là. Et bon, là, je sais que certaines personnes n'aiment pas voir ce que je vais montrer, mais c'est quand même important parce que ça fait partie aussi de ces choses qui servent à se rappeler. C'est un support de mémoire lié à la personne qu'on a perdue. Ici, c'est une couronne mortuaire qui est faite avec les cheveux de la personne décédée. Donc, il y avait certaines communautés religieuses qui se spécialisaient dans la préparation de ces tresses pour en faire de jolis encadrements. Et les gens de l'époque victorienne aimaient bien garder sous cette forme-là une sorte de trace de la personne disparue. Donc, dans les salons, par exemple, vous aviez souvent ce genre de choses à cette époque. Les sensibilités actuelles sont différentes. Peut-être qu'en vidant un grenier, à un moment donné, si vous tombez là-dessus, vous saurez un peu plus à quoi vous avez affaire. Mais c'est quand même particulier. Il y a une sorte d'étrange beauté à ça, mais c'est un petit peu dérangeant quand même. On arrive à la fin, mais il faut quand même que je vous parle des mutations sociales importantes qui vont se produire, particulièrement à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
On va entrer dans une période où il y a toutes sortes de choses qui vont se passer, notamment on va se mettre à pratiquer des embaumements sur une base un petit peu plus régulière. En fait, ça existe, l'embaumement, depuis des milliers d'années, vous le savez, avec l'Égypte et tout ça, je ne vous apprends rien. Sauf que pour messieurs, madame, tout le monde, ce n'est pas quelque chose qui était pratiqué. On le faisait de façon traditionnelle dans les sociétés occidentales quand on avait disons, un enjeu de préservation d'un corps. Par exemple, un roi qui meurt, bien, ça se peut qu'on ait besoin de quelques semaines pour que les gens du royaume viennent et tout ça, et il fallait préserver le corps pendant ces quelques semaines-là qui étaient cruciales, donc oui, embaumement. Mais à partir de la fin du 19e, tout à coup, on se met à découvrir des nouveaux procédés, et entre autres ce qu'on appelle l'embaumement artériel, et on va se mettre à pratiquer cet embaumement-là. À Québec, le pionnier est nul autre qu'Adélard Lépine, qui est le petit-fils de Germain Lépine, le fondateur de la maison Lépine. Donc, Adélard Lépine, pour apprendre ce métier, pour apprendre ces techniques d'embaumement, doit aller aux États-Unis dans un collège d'embaumeurs. Ça commence à cette époque-là. Il va chercher son savoir, le ramène à Québec. Et son premier client, je ne devrais pas dire un d'eux, mais son premier client, c'est intéressant, ça va être littéralement un homme d'église. Et sachant que les gens avec la religion n'étaient pas toujours super à l'aise avec le fait de rompre l'intégrité du corps pour l'embaumer, bien là, c'est quand même assez curieux que son premier client soit l'archevêque de Québec. Donc, le cardinal, plutôt Elzéar Alexandre Taschereau, en 1898, quand il décède, bien justement, on va trouver que c'est une bonne idée de le faire embaumer parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir lui présenter les derniers respects. Ici, vous voyez justement de quelle façon on a décoré l'archevêché. Vous voyez les grandes bannières noires, c'est très, très spectaculaire. D'ailleurs, sur les images suivantes, vous allez voir différents types de grands décors qui sont mis en place pour manifester le deuil sur des édifices publics et, dans certains cas, religieux comme celui-ci. Donc, ici, vous avez un petit aperçu du cortège des funérailles pour le cardinal. Vous voyez à quel point il y a du monde, on voit les calèches et tout ça, c'est noir de monde, là. Il y en a partout sur la rue adjacente de Notre-Dame de Québec. Donc, c'est quand même assez important. Si vous regardez au loin, on voit le château Frontenac sans sa tour centrale. Hein? Ça nous montre un petit peu à quelle époque on est, 1898. Donc, grand cortège. Remarquez d'ailleurs aussi sur l'église, encore là, des bannières, des grandes banderoles noires. À cette époque, à peu près toutes les institutions possèdent ce genre de grands tissus. Et quand quelqu'un d'important décède, bien, on sort le grand jeu et on décore comme ça pour manifester, comme si le bâtiment lui-même, comme si la vie civile au complet tombait en deuil. Ici, vous avez 2 ans plus tard les funérailles de Félix-Gabriel Marchand, qui est premier ministre du Québec. Il décède en fonction. Si je me souviens bien, ça fait 3 ans qu'il est en poste, il y a à peu près 68 ans ou 69 ans. Donc, M. Marchand décède et c'est la famille Lépine qui va s'occuper de lui. Donc, encore là, Adélard Lépine. Et encore ici, vous voyez sur ce char allégorique, on pourrait dire, c'est assez magnifique, plein de fleurs, il y a toutes sortes de symboles, l'ancre de bateau qui veut dire qu'on retourne aux grands navigateurs. Il y a toute une symbolique très, très importante qu'on va retrouver dans ce char avec les fleurs. Encore là, des bannières. Et si vous regardez à l'arrière, l'hôtel de ville, encore là, les bannières noires. Et évidemment, les gens autour qui sont solennels. Vous avez toujours ici au Parlement les funérailles, donc toujours ce grand rassemblement. Dans certains cas, les bannières, il y a des mots écrits dessus. Dans certains cas, c'est tout simplement noir. Ça dépend de l'importance qu'occupe le défunt dans la vie, on va dire la vie sociale de Québec. Et ça, c'est l'arrivée du cortège funèbre. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu le même plan, mais pour le cardinal. Ici, c'est 3 ans plus tard pour le premier ministre Marchand. Et encore là, on a sorti le gros kit. Il y a beaucoup de monde. C'est une cérémonie qui s'étire sur plusieurs jours. Il y a ce qu'on appelle des chapelles ardentes. Ça, c'est vraiment l'idée de mettre plein de flambeaux autour du corps pour que les gens puissent aller se recueillir.
Bon, tant qu'à parler de M. Lépine, le voici dans toute sa majesté en 1925. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a déjà du métier à ce moment-là. Ce n'est plus le petit Jeannot qui est allé au collège des embaumeurs. Il a vraiment pris le contrôle de l'entreprise. Il est bien installé dans son bureau. Et on sait que c'est une famille qui va, pendant plusieurs générations, donc pratiquement 5 générations, se présider aux destinées de la maison Lépine. Et il y a même la 6e génération qui est aussi dans le métier, mais sans être les propriétaires de l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une transmission de ces savoirs-là à travers les siècles, les générations plutôt. Donc, Germain Lépine, s'ils ont su tirer leur épingle du jeu puis se démarquer dans les autres entreprises, c'est probablement parce que c'était des gens très novateurs. Hein. On a parlé de l'embaumement, mais à plein de niveaux, le fait d'utiliser des voitures électriques, pas électriques, mais des voitures qui ne sont pas tirées par des chevaux, donc des voitures mécaniques pour en faire des corbillards. Ça, c'est une idée qui est installée ici à Québec par la Maison Lépine. On voit aussi, ça c'est intéressant, que les corbillards peuvent servir d'ambulance. Donc, ils offrent le service de transport vers l'hôpital de façon... quand le corbillard ne sert pas, pourquoi pas le rentabiliser de cette façon-là? Donc, c'est assez visionnaire comme utilisation des ressources, on pourrait dire. Ils vont aussi desservir des populations à l'extérieur de la ville. Ici, vous avez un cortège à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est une funéraille qui est orchestrée aussi par la famille Lépine. Donc, en fouillant un peu dans les archives pour aller trouver les informations, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, les Lépines sont partout. On les retrouve aussi quand il y a de grandes tragédies. Le naufrage de l'Empress of Ireland, quand il y a des dizaines et des dizaines de victimes, c'est la famille Lépine qui est un peu la coordonnatrice qui va prendre un peu en charge tout ça, le traitement des défunts. Ils vont même engager d'autres compagnies, d'autres maisons funéraires pour aider un peu, mais ce sont eux qui sont les maîtres d'œuvre. Quand il y a des tragédies, généralement, c'est vers eux qu'on se tourne parce que ce sont, à l'époque, les meilleurs, semble-t-il. Ici, on se rapproche un petit peu plus de notre époque. 1941, on est en chapelle ardente avec le député et ministre Ernest Lapointe. Donc, c'est une pratique qu'on voit encore de nos jours quand il s'agit de personnalités publiques, des premiers ministres. C'est presque automatique qu'on a ce genre de choses-là. Il y a une époque pas si ancienne où même une personne qui n'est pas dans le personnel politique pouvait avoir une chapelle ardente, mais pas de cette ampleur-là. Et là, ici, on est un peu dans la fin des grands rituels et des grandes manifestations civiques. Donc, les années 40, 50, puis à un moment donné, dans les années 60, vraiment, on va observer un ralentissement et même un arrêt assez important de ces grandes manifestations. Mais en 40, on est encore là-dedans. Et vous voyez ici que pour M. Lapointe, on a sorti ni plus ni moins que le grand corbillard d'apparat des Lépines. Donc, c'est un corbillard qui avait été fabriqué au tout début du 20e siècle, qui avait été commandé à des ébénistes et qui, aujourd'hui, peut être vu au Musée de la Civilisation. Si vous avez l'occasion d'y aller, il est exposé là-bas. D'ailleurs, ça a été tout un défi technique de faire rentrer cette pièce-là au musée. Il a fallu qu'ils démolissent des rambardes pour pouvoir le rentrer. Bon, donc on ne s'étendra pas là-dessus, mais ça vous donne une idée que c'est un objet de mémoire très, très important. On le retrouve sur énormément de photographies de la première moitié du 20e siècle. Ici, c'est dans ses dernières utilisations officielles, je dirais. Donc, il va en avoir encore quelques-unes dans les années 50, puis ensuite, on va délaisser ces grands corbillards-là, particulièrement ceux tirés par des chevaux, là, les corbillards hippomobiles, parce que c'est un peu compliqué quand même à gérer dans une ville où l'automobile a pris toute la place éventuellement. Mais quand même, vous voyez qu'en 41, on a encore de grands cortèges. Toujours pour M. Lapointe, l'arrivée. Puis vous voyez encore là, dans les images que je vous présentais plus au début de la conférence, quand on voyait justement ces cortèges funèbres, il y a toujours cette idée que plus il y a de monde, plus la personne est importante. Alors, c'est pour ça que souvent, on l'a vu dans les factures aussi, on prévoit des porteurs, on prévoit des accompagnateurs. Et la personne qui est le directeur des funérailles, qui est souvent le propriétaire de la maison funéraire qui a été engagée, va justement présider et être devant. Un autre cortège funèbre, cette fois-ci d'un pompier de Québec.
Donc, vous voyez, ce n'est pas le gros corbillard de tout à l'heure, mais quand même, il y a pas mal de monde. Puis, avec la fin de ces grands rituels-là, il y a aussi des phénomènes qui vont commencer dans la sphère sociale. C'est peut-être le respect moins grand des lieux de sépulture. Bon, c'est sûr qu'on a parlé tout à l'heure des résurrectionnistes, c'était pas glorieux, mais on va avoir quand même au 20e siècle, surtout dans le dernier tiers, des phénomènes de dépradation, de vandalisme dans les cimetières. Entre autres, ce cas du cimetière Saint-Mathieu en 1978, où les tombes ont été brisées et tout ça. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, le cimetière n'avait pas du tout la même allure qu'il a aujourd'hui. Et cet événement-là, bizarrement, va un peu sonner l'alarme, va réveiller la conscience des gens et faire « ouais, peut-être qu'on devrait s'occuper un petit peu mieux du cimetière, on va redresser les tombes qui sont toutes croches, on va réparer celles qui sont brisées. » Et surtout, ils ont fait des recherches pour être capables d'identifier qui est où, et de mieux comprendre l'histoire du cimetière lui-même. Donc, en faisant ça, les petits voyous ont un peu déclenché un mouvement de patrimonialisation puis d'appropriation du cimetière par les gens de Québec là, pour qu'on puisse mieux comprendre notre histoire à travers ce cimetière-là. Donc, vous voyez, après les travaux de réhabilitation, l'année d'après, c'est déjà pas mal plus beau. En guise de conclusion, parce qu'il faut bien conclure, vous savez, on aurait pu se parler pendant 3 heures, là, mais il fait chaud et tout ça, je pense qu'on va, on va arrêter. Mais je pense que c'est intéressant de voir à quel point la mort, ça peut être un bon angle pour comprendre, nous comprendre aussi où est-ce qu'on en est maintenant. Des fois, en matière funéraire, on peut avoir l'impression que la situation actuelle, oui, ça a changé depuis les années 60, mais on a encore beaucoup de choses qui sont un peu pareilles, des veillées de 3 jours et tout ça. Mais en fait, ça a beaucoup changé et surtout, ça n'a jamais été fixe dans le temps. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer ce soir par les différentes anecdotes aussi que je vous ai racontées. C'est que le rapport à la mort, il est changeant à l'image des sociétés elles-mêmes. Il n'y a pas de permanence là-dedans. Ça aussi, c'est appelé à changer. Évidemment, au 20e siècle, avec la médicalisation de la mort, on a eu une espèce d'éloignement qui s'est fait progressif. Hein? On ne meurt plus à la maison, on meurt surtout à l'hôpital. Souvent, c'est un peu caché, c'est un peu tabou. On n'est pas à l'aise du tout avec ça. Il y a aussi une question de se dépêcher de vivre notre deuil, hein, les 7 étapes du deuil, puis si ça traîne trop, antidépresseurs, on dirait qu'on médicalise même ce bout-là. C'est assez particulier, comme si la peine devenait inconfortable et anormale. Alors que finalement, à travers la grande histoire humaine, si perdre quelqu'un est universel, c'est bien ça. Donc, on a quand même fait du chemin là-dessus, ne serait-ce qu'en réhabilitant un peu les cimetières eux-mêmes, en mettant des marqueurs. Ici, j'aime bien celui-ci qui se trouve dans la côte de la montagne pour parler du premier cimetière de Québec. Hein? Il n'y a plus de tombe là, il n'y a plus de croix, il n'y a plus de sépulture. Il y a une grande croix décorative, on va dire, commémorative, et il y a cette plaque qui nous rappelle que ça a été le premier cimetière. Et pour faire un clin d'œil à M. Marchand de tout à l'heure, le premier ministre qui est mort en fonction, sa sépulture à Notre-Dame-de-Belmont maintenant est patrimonialisée par une petite borne comme celle-ci. Ça a été installé par la Commission de la capitale nationale. Puis c'est une belle façon dans les cimetières de marquer comme ça les quelques personnalités qui se sont démarquées un peu. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est certain qu'avec l'évolution des rituels, il y a aussi de nouvelles techniques. Les cimetières eux-mêmes sont appelés un peu à changer. De nos jours, il y a des gens qui ne réservent même plus d'emplacement au cimetière. Déjà, il n'y a même plus de tombes. Souvent, c'est la crémation qui a pris la place. Certaines personnes préfèrent être répandues dans la nature ou dans le fleuve. Donc, c'est sûr que l'étude de la mort va changer aussi parce qu'on n'aura plus les mêmes paramètres pour l'étudier dans le futur. Et évidemment, il y a peut-être de petites choses un peu étonnantes qui pourront surgir éventuellement avec les soucis écologiques, parce qu'on sait que c'est une préoccupation également. Donc, je voulais vous faire rigoler pour la fin, mais voilà. Donc, c'est un sujet qui est vaste, qui est costaud, mais je pense que ça en dit long aussi sur notre société. Puis j'espère que vous avez apprécié cette petite balade dans le temps. Merci.
Je vais inviter l'archiviste David Tremblay à venir vous parler de vous présenter en fait quelques perles issues des archives de la Ville de Québec en lien avec la thématique. Alors bonsoir tout le monde, mon nom est David Tremblay, je suis archiviste à la Ville de Québec. Bon, si vous avez assisté à certaines des autres conférences dans l'année, vous avez vu que normalement, à la fin, souvent, quelqu'un de notre équipe intervient et parle d'un fonds d'archives en lien avec la thématique qui a été présentée par la conférencière principale. Alors, merci Catherine pour cette présentation fort intéressante sur l'histoire de la mort à Québec ce soir. Et là, l'idée, c'est de présenter justement le contenu, un fonds d'archives dans lequel il y a des documents, finalement, qui illustrent un peu, qui vont dans la même ligne que la thématique que ce qui a été présenté. Alors, c'est le fonds d'archives du quotidien Le Soleil, dont on a fait l'acquisition il y a quelques années, qui contient des centaines de milliers de photos datées de la fin des années 60 à environ à 2002. Et il y a des centaines de milliers de photographies. Et Le Soleil était un acteur majeur de la vie à Québec, bien, on y retrouve vraiment toute l'histoire événementielle de Québec. C'est un fonds d'archives qui nous a permis d'enrichir énormément, enrichir le contenu des archives de la Ville de Québec, plein de sujets, donc politiques, culturels, sportifs. Et comme c'est l'histoire événementielle, au quotidien, bien, on va y retrouver des événements heureux et des événements un peu plus tristes, comme par exemple, voilà, les décès de grandes personnalités. Alors moi, je vais vous présenter des archives provenant du Fonds Le Soleil, illustrant les décès de certaines grandes personnalités durant cette période-là. Alors, la première personne, c'est Daniel Johnson père, qui, premier ministre du Québec, tout comme Félix Gabriel Marchand, meurt en fonction en 1968. Daniel Johnson et toutes les personnalités importantes politiques étaient toutes réunies à Manic 5 pour inaugurer le barrage et lors de la nuit, je pense, précédant l'inauguration, Daniel Johnson décède d'un arrêt cardiaque à l'âge de 53 ans en tant que premier ministre. Alors, des grandes cérémonies il est exposé, de grandes cérémonies sont organisées à Québec autour de sa mort. On voit aussi que beaucoup de gens sont réunis, comme tout à l'heure dans les photographies que Catherine nous a montrées. On voit que d'ailleurs, il est exposé au Parlement de Québec et on voit que la population, la foule, on fait la file. Énormément de gens veulent rendre un dernier hommage et offrir leur sympathie à la veuve de Daniel Johnson ainsi qu'à leurs enfants. On voit, sur la photo droite, on voit le cortège funéraire qui est peut-être un peu moins impressionnant que les cortèges qu'on a vus dans la présentation de Catherine, mais on voit quand même là, ça a une certaine ampleur. On se dirige vers la basilique là, de Québec où ont lieu les funérailles de Daniel Johnson qui sont présidées par le cardinal Maurice Roy. On a ici une photographie justement de Daniel Johnson qui est exposée au Parlement de Québec. Et sur la photo suivante, on voit ses proches en deuil. Donc, on reconnaît à gauche avec les lunettes noires son fils Daniel Junior. Ensuite, au centre, on voit son épouse, Reine Gagné. Puis Catherine parlait justement des femmes qui portaient le deuil à l'époque. Alors, on est en Révolution tranquille, on est à la fin des années 60, mais on voit qu'elle porte le deuil, elle est habillée en noir, puis elle a une sorte de voile transparent qui couvre son visage, avec la dentelle, qui s'appelle une mantille. Et à sa droite, on retrouve là, Pierre-Marc Johnson, puis on sait que les deux fils deviendront tous les deux premiers ministres du Québec là, plus tard pour différents partis politiques. On va se transposer ensuite en 1985 pour le décès du cardinal Maurice Roy, qui a été archevêque et cardinal de Québec de 1947 à 1981. Alors, on retrouve un certain nombre de photographies là, du décès du cardinal en 1985 dans les archives du Soleil. Funérailles, donc c'est lui tout à l'heure qui avait présidé les funérailles de Daniel Johnson. Maintenant, c'est à son tour d'avoir ses funérailles qui sont présidées par le monseigneur Louis-Albert Vachon, là, son successeur au poste d'archevêque de Québec. Et dans le cortège ici, on reconnaît l'ex-cardinal archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger. Ensuite, 2 ans plus tard, un décès marquant pour l'histoire du Québec, René Lévesque, en 1987, à peine 2 ans après avoir quitté le rôle de premier ministre du Québec qu'il avait tenu pendant 9 ans à titre de chef du Parti québécois. Grande personnalité de la Révolution tranquille qui décède à Montréal le 1er novembre 1987 à l'âge de 65 ans. Et il va être tout d'abord exposé à Montréal où il résidait, mais ensuite son corps va être transporté à Québec. Il va être exposé au Parlement lui aussi. Il a droit, tout comme Johnson et les autres premiers ministres, à des funérailles d'État.
Alors, on voit ici le premier ministre en poste, Robert Bourassa, qui se recueille devant la dépouille de René Lévesque. Robert Bourassa est accompagné de son épouse. René Lévesque va être exposé quelques jours au Parlement et ensuite ses funérailles auront lieu à la basilique de Québec. On voit sur les photos ici là, le cortège là, qui quitte le Parlement pour se rendre à la basilique de Québec. On voit que c'est quand même un cortège assez considérable. Beaucoup de gens de la population qui veulent saluer, rendre un dernier hommage à René Lévesque. Et on a aussi un cliché qui se retrouve là où René Lévesque a été enterré après les funérailles, donc le cimetière Saint-Michel de Sillery, dont Catherine nous a parlé tout à l'heure. Et on a également dans les photos du soleil un cliché de la pierre tombale de René Lévesque que je trouve assez belle et sur lequel il y a un message assez touchant de Félix Leclerc que je vais vous lire, qui s'intitule « La première page de la vraie belle histoire du Québec vient de se terminer. Dorénavant, il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. » C'est signé Félix Leclerc. Il a écrit ce texte-là au lendemain de la mort de l'évêque, le 2 novembre 1987. Alors, cet événement-là est bien documenté dans les archives du Soleil là, que nous avons acquises. Et Félix Leclerc signe ce mot pour René Lévesque et quelques mois plus tard, c'est à son tour de décéder en 1988 à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Le gouvernement du Québec va offrir, comme il fait des fois pour certaines personnalités, à la famille de Félix Leclerc, de faire des funérailles nationales, mais les volontés de Félix Leclerc étaient d'avoir des funérailles les plus simples possibles. Donc, il aura droit à des funérailles à l'église Saint-Pierre de l'île d'Orléans, qui est bondée, évidemment, là, pour une telle personnalité, mais des funérailles toutes simples dans une église et pas de cérémonial d'État pour lui. On a une photographie ici où on voit l'épouse endeuillée de Félix Leclerc, Gaétane Morin, et on voit une différence par rapport à l'épouse de Daniel Johnson. Là, 20 ans plus tard, en 1988, on ne porte plus de voile là, aux funérailles de son mari. Et derrière elle, on aperçoit ses deux plus jeunes enfants, Nathalie et Francis Leclerc. Un autre cliché qui vient des photos du Soleil, qui est une image qui montre un peu l'appréciation que les Québécois avaient pour Leclerc. Donc, cette image, cette pancarte « Adieu Félix, les gens de l'île », MRC l'île d'Orléans, qui avait été affichée à l'entrée de l'île d'Orléans dans les jours qui ont suivi le décès de Félix Leclerc. Ensuite, comme il y a eu des petites funérailles que Félix Leclerc voulait simples, on avait également organisé sur Place Royale, à l'église Notre-Dame-des-Victoires, une cérémonie en l'honneur de Félix Leclerc. Et comme dans l'église, il n'y a que 300 places, mais évidemment, tout est plein, puis il y a beaucoup de gens qui sont sur place Royale pour rendre hommage à Félix Leclerc, même s'ils n'ont pas pu entrer dans l'église Notre-Dame-des-Victoires. Et ensuite, un cliché intéressant capté par un photographe du Soleil, où on voit la pierre tombale de Félix Leclerc dans le cimetière de Saint-Pierre avec un chat qui est juste à côté. Dernière funéraire de personnalité dont je voulais vous parler, c'est Robert Bourassa, premier ministre, qui décède en 1996, quelques années après avoir quitté le poste de premier ministre. Robert Bourassa décède à Montréal et ses funérailles auront lieu à la basilique Notre-Dame de Montréal, mais comme il a été premier ministre du Québec, il y a des cérémonies. Il est possible de venir rendre hommage à Robert Bourassa au Parlement de Québec pendant quelques jours. Sa famille est présente. La population peut venir souhaiter offrir ses condoléances à ses enfants et ainsi qu'à son épouse là, au Parlement de Québec pendant quelques jours. Mais ensuite, il va repartir à Montréal là, pour ses funérailles là dont il était originaire. Donc voilà les funérailles de quelques personnalités qu'on a. Évidemment, il y en aurait eu plein d'autres. J'ai fait un choix de quelques-unes, mais dans la riche collection des photos du Soleil, là, on a beaucoup de photographies de funérailles. Merci.